Teresa Boccia, ça se prononce? Oui. Qui est professeure à l'université Federico II de Naples, experte auprès de l'ONU, présidente de la FEM, a bien voulu présider cette table ronde et je lui passe la parole. Alors, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs, je suis très contente en tant que présidente de la FEM d'être avec vous aujourd'hui et je vais me féliciter avec AFEM France et l'association Égale pour l'organisation de ce colloque sur la laïcité et l'égalité qui ne doit pas avoir de frontières. Et je vous donne le remerciement aussi et le salut de notre membre de la FEM italienne, grecque, espagnole, portugaise et française. Et nous avons entendu ce matin deux mots sur le sujet que je vais résumer en quelques points. Aucune culture, religion, coutume ou tradition ne peut être admise comme justification de l'inégalité entre femmes et hommes et des grandes violences faites aux femmes, que l'enseignement que nous retirons des révolutions du monde arabe et des luttes de nos concerts de l'autre rive et que nul peut aujourd'hui ignorer l'aspiration de toute personne, quelle que soit sa culture, pour les valeurs et les droits universels dont font partie essentiellement l'égalité entre femmes et hommes et les droits des femmes, et qu'on doit toujours veiller aux mesures pour qu'aucune personne ne soit soumise à des politiques et à des lois contraires aux droits de l'homme, notamment ce qui concerne les droits du travail, la famille, le mariage, le divorce, la maternité choisie et la santé reproductive, ce qui implique le refus de toute instrumentalisation des religions. Et alors, sur ce point, quelle est la position de l'Europe? Quelles sont les nouvelles? C'est une Europe qui ose, c'est une Europe qui veut avancer et qui veut poser ces points aussi comme paramètre pour l'élargissement de l'Europe. Nous allons discuter de ça aujourd'hui avec des éminentes personnalités qui sont entre nous, c'est-à-dire Véronique de Keyser, députée européenne de la Belgique, Ingvild Thorson Plesner, conseillère principale au Centre pour les droits de l'homme de la Norvège, et Carmen Romero Lopez, députée européenne espagnole. Je vais passer la parole tout de suite alors à Véronique de Keyser, députée européenne de la Belgique. Merci. Merci Madame. Je voudrais remercier en particulier Madame Laborde de cette invitation et bien entendu Égale et AFEM qui nous ont fait le plaisir, à Carmen et moi-même, parce qu'on travaille ensemble au Parlement européen d'ailleurs, de nous permettre d'échanger avec vous. Alors, j'ai beaucoup aimé l'introduction qui a été faite par Madame Dimitroulias, parce que je pense qu'elle a touché vraiment le cœur des questions, de la question qui nous occupe. Et je vais donc reprendre les thèmes qu'elle a un petit peu évoqués, mais peut-être d'une manière un tout petit peu différente. D'abord, je voudrais à la fois saluer et m'interroger sur quelque chose qui peut sembler paradoxal dans les circonstances actuelles qui ont été décrites, une période de régression pour les droits des femmes, une période de crise, et l'extraordinaire avancée des droits des gays et des lesbiennes en Europe aujourd'hui. Je pense qu'il faut le saluer. Ce sont des avancées extraordinaires. Et d'abord, la défense des droits des gays et lesbiennes est devenue une des politiques fortes de l'Union européenne. Et on en est au point où l'Union européenne impose et risque d'imposer encore dans l'avenir, dans les pays tiers avec lesquels elle fait commerce ou elle a des accords de coopération, une clause contraignante forçant au respect de ces droits-là. Et la semaine dernière, jeudi dernier, à Strasbourg, alors même qu'on votait une résolution concernant les droits des femmes, dont je vous dirai deux mots, on votait en même temps
une résolution concernant les droits des gays et des lesbiennes, notamment en Ouganda, en RDC, au Nigeria et en Russie, où justement cette idée, dans la révision de l'accord de Cotonou qui règle notre coopération avec les pays africains, de l'Afrique subsaharienne, il était question justement, dans la révision de cet accord, de mettre une clause contraignante pour éviter les lois qui sont en train de se préparer et qui sont de véritables appels à la délation, à la haine et au meurtre dans certains de ces pays-là. C'est magnifique. C'est magnifique, mais pourquoi ? Pourquoi alors, dans le même temps, et avec la même assemblée, nous venons de perdre, il y a 3 semaines, on l'a dit, le rapport remarquable concernant les droits à la santé génésique, enfin santé reproductive de Edith Estrella. Nous l'avons perdu à 7 voix près, j'en dirai 2 mots, et nous venons, bis repetita, jeudi dernier, de voter une résolution sur, donc après le rapport, une résolution qui a une portée un peu moindre, mais qui fixe les choses, où on répète que la définition et la mise en œuvre des politiques relatives aux droits sexuels et génésiques et à l'éducation sexuelle dans les écoles relèvent de la compétence stricte des États membres, à savoir de la subsidiarité. Alors pourquoi est-ce que d'un côté, l'Union européenne se fait la championne des droits des gays et des lesbiennes, et je m'en réjouis parce qu'on a assez milité pour ça, et en même temps, on nous dit oui, mais le reste, c'est pas notre affaire, c'est les États. Ça, c'est la vraie question. Alors, la question, c'est bien évidemment, et vous avez eu raison en introduisant ce débat de le dire, c'est une question juridique. C'est une question juridique, et la question des droits des femmes, au-delà du principe d'égalité homme-femme qui est compris dans le droit primaire au niveau européen, qui est une des bases donc, du droit européen, pour ce qui est la santé génésique, c'est le désert. Il n'y a rien dans le droit primaire qui permette à l'Union européenne de se faire le champion de ça. Elle a essayé, en tout cas dans le passé, de circonvenir ce vide en disant, bon, ben, nous avons quelque chose à voir dans la santé, nous sommes complémentaires des États membres en ce qui concerne la santé. Or, la santé génétique et les droits sexuels, c'est tout de même des questions de santé de femmes. Et donc, en 2003, il y a eu un rapport de Anne van Lenker, une eurodéputée belge, qui avait plaidé pour que l'Union européenne pousse le droit à l'avortement au nom du fait que l'avortement clandestin tuait encore quantité de femmes dans l'ombre et que le trafic de l'avortement se faisait parfois dans des conditions assez terribles. Mais donc, c'est par ce biais-là qu'on essaye de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Eh bien, lorsqu'on a fait la Charte des droits fondamentaux, ILGA, qui est l'association internationale qui défend les droits des gays et des lesbiennes, avait discuté avec un des représentants qui s'occupait de rédiger cette charte des droits fondamentaux. Il avait convaincu de mettre dans l'aspect où on disait qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination ni en fonction de la religion, ni en fonction de la race, ni en fonction du genre, qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Et depuis que le traité de Lisbonne a intégré la charte des droits fondamentaux, qui était annexée au traité de Lisbonne, cette non-discrimination à partir de l'orientation sexuelle fait partie du droit primaire. Quant à la non-discrimination à l'égard du genre, elle a toujours été prise sous l'angle égalité homme-femme, à salaire égal, à travail égal, salaire égal, etc., etc. Et donc, on a eu ça. Nous ne sommes jamais parvenus, il y a 13 ans que je suis au Parlement, même en disant mais les droits des femmes sont des droits de l'homme, c'est-à-dire en faisant remonter ça au-delà du droit primaire sur l'idée de droits fondamentaux, ça n'a jamais passé. Et depuis 2004, qu'est-ce qu'on observe ? On a observé une resurgence du militantisme, militantisme, mercantilisme
aussi des lobbies religieux, avec l'élargissement des pays à l'Est. Ils sont entrés en force. On a connu des années assez terribles avec la Ligue des familles polonaises, venant faire le coup de poing à l'intérieur du Parlement européen. Maintenant, ça s'est plutôt tassé, mais le rapport Estrela, qui arrive, poussé par des lobbies, a tout de même révélé encore des fractures extraordinaires, et je voudrais vous en donner une. Belgique, mon pays, on a tout. On a la loi pour l'euthanasie, on a la possibilité de procréation assistée pour les lesbiennes, on a le mariage des homosexuels, on a le mariage pour homosexuel qui se fait sans lever de bouclier, sans rien du tout. On ne s'est même pas aperçu que quelque chose changeait dans le paysage belge, etc. On a tout. Et notre ex-premier ministre, qui était premier ministre un certain nombre de fois, qui est un social-chrétien, a voté contre le rapport Estrela. Ça veut dire qu'il reste toujours dans le bastion chrétien, socio-chrétien, des levées de boucliers prêtes dès qu'il y a un espace qui se crée, quelles que soient les situations nationales, de revenir à la charge contre ça. Alors, je n'ai que 10 minutes. Je voudrais vous dire, vide juridique, militantisme certainement des femmes. Les femmes se sont battues depuis lors. Elles ont obtenu le droit à l'avortement au Portugal. Elles l'avaient obtenu en Espagne. Il y a eu des avancées extraordinaires en Italie. Reste qu'aujourd'hui, à Malte, on ne divorce pas, on ne se fait pas avorter, même quand on a été violé. Rien du tout, et je ne parle que de la diversité. Il y a une diversité extraordinaire des droits des femmes dans l'Union européenne, malgré leur militantisme. Donc, interdit encore l'avortement en Pologne, à Chypre, à Malte et en Irlande, malgré le drame qu'il y avait eu avec cette jeune indienne qui est morte en couche en suppliant qu'on la délivre. On a attendu que le fœtus soit mort pour la délivrer, mais elle s'était déjà délivrée elle-même puisqu'elle était morte. Depuis, les choses bougent un petit peu. Mais donc, militantisme, lobby chrétien, tout ça reste en place. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous n'avons pas eu d'investissement de la laïcité dans les structures européennes. Rien du côté de la laïcité de structurer et d'organiser, capable de faire pièce aux lobbies religieux, pas avec les mêmes méthodes, pas avec le même marquage, pas en mettant des assistants à côté de chaque député. Mais je dois dire que depuis 13 ans, avec mon compagnon Marcel Conrad, qui a écrit un livre sur les lobbies religieux à l'assaut de l'Europe, nous n'avons pas arrêté d'alerter la laïcité en disant « vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se préparer ». Pas parce que les gens sont plus religieux, parce que les églises sont désertes, parce que les femmes catholiques, protestantes, les femmes qui ont une religion considèrent que l'avortement fait partie de leurs droits fondamentaux, que ça n'a rien à voir avec la religion, mais que les politiques et les lobbies qui sont derrière, eux, sont sur pied de guerre. Et tant que nous ne mettrons pas ce problème-là au cœur d'une laïcité qui est décidée à entrer dans les rouages européens, comme l'ont fait les lobbies de défense des gays, des lesbiennes et du gars et partout, etc., nous n'allons pas réussir à dénouer ça. Et nous allons avoir échec sur échec, en dépit, je dirais, de la volonté des femmes, en dépit de toutes les bonnes volontés. C'est une question de comment se faufiler dans un droit qui, aujourd'hui, n'a pas été prévu à cet effet, mais qui a toujours possibilité de s'y reconvenir. On avait beaucoup discuté, j'en termine par là avec Gisèle Halimi à un moment donné, sur les possibilités, à travers la clause de l'européenne la plus favorisée, de trouver une manière de le mettre tout de même au cœur du droit. On avait pensé à des coopérations renforcées entre les États qui pratiquaient justement ces droits. On a pensé à des tas de choses, mais vous savez, ça demande autre chose que simplement la bonne volonté des femmes. Ça demande une laïcité qui soit structurée et qui en ait fait une priorité. Je termine. J'ai regardé le programme de mon parti hier, le programme européen. On n'avait rien mis sur ces aspects-là. Nous avons, dans le groupe socialiste européen, introduit
des collègues qui sont extrêmement bien, qui sont des collègues maltais, qui sont des collègues italiens, par exemple les démocrates italiens font partie maintenant du groupe des socialistes et démocrates, leur a-t-on demandé un seul instant s'ils allaient voter en faveur du droit des femmes et du droit à l'avortement? Non, on a oublié de le faire. Résultat des courses, ils ont voté eux aussi contre le rapport Estrella. Non, mais vous voyez où nous en sommes. Il ne faut pas être naïf, c'est un vrai combat avec une vraie organisation derrière, et je pense qu'il faut réellement se structurer. Nous sommes à la veille aujourd'hui des élections européennes. Ceci ne peut pas se régler pays par pays, nation par nation, sinon les politiques font du yo-yo avec le corps des femmes, comme ils l'ont fait en Espagne, et Carmen l'évoquera. Si nous ne voulons plus qu'on fasse yo-yo avec nos droits, à ce moment-là, c'est au niveau de l'Europe qu'il faudra le défendre, mais là, il faut réellement s'armer différemment de ce que nous avons fait, parce que nous avons perdu beaucoup de terrain en une décennie. Merci. Merci, Madame, pour avoir clarifié très bien les contradictions de l'Europe aujourd'hui et pour votre engagement et votre combat. Et je vais donner la parole à Madame Plesner, conseillère principale au Centre pour les droits de l'homme de la Norvège. Et Madame Plesner, je vous en prie de nous parler de la séparation aussi en Norvège après fin 2012. Pourquoi l'ont-ils souhaité? Comment l'ont-ils fait? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs et sénateurs, d'abord, je voudrais bien remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation d'y participer et surtout Madame Laborde. Je tiens à remercier aussi l'ambassade de Norvège pour la confidence que vous m'avez accordée en me permettant d'assister à ce colloque. Est-ce que vous m'écoutez? Ça marche? Je suis désolée que je ne parle pas mieux le français. Mais nous, les Norvégiens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de parler. Je vais quand même essayer de faire une présentation en cette belle langue, quand vous le parlez. Et j'espère que vous allez pouvoir me comprendre. Je vais essayer d'expliquer un peu le système norvégien en ce qui concerne les relations ou les rapports entre l'État et la religion en général, et celles entre l'État et les communautés religieuses en particulier. Je vais aussi souligner quelques dilemmes en ce qui concerne les conflits entre la liberté de religion d'une part et les droits de femmes de l'autre. Il y a eu des amendements importants. Excusez-moi pour lire, mais il y a eu des amendements importants dans la Constitution norvégienne concernant les relations entre l'État et l'Église majoritaire en 2012. Comme vous savez. Par exemple, les évêques de l'Église norvégienne, on s'appelle l'Église norvégienne. Ouais, voilà, toujours. C'est l'Église majoritaire avec 80% de population sont membres. Maintenant, ce sont les propres organismes élus des membres de l'Église qui ont cette autorité. Okay? Il y a un synode national de l'Église de Norvège. On peut néanmoins dire qu'on a toujours un système d'une Église établie. Pas peut-être une Église de l'État, mais une Église établie. Pas très différente des systèmes de certains autres pays nordiques, comme le Danemark et l'Islande, et dans quelques aspects aussi la Suède et de la Finlande. Et en Angleterre, un pays nordique, mais très proche. Même qu'il y a des différences, les systèmes juridiques de ces pays sont caractérisés par les rapports assez proches, toujours, entre l'État et les églises majoritaires, qui sont des églises luthériennes. Par exemple, c'est l'État en Norvège qui emploie encore, en tout cas formellement, les prêtres de l'Église établie.
c'est presque comme en Turquie, avec les... Oui, et on a ça, oui. Et les salaires des prêtres et autres activités de l'Église sont principalement financés par le budget de l'État et des budgets municipaux. Depuis 2012, un nouvel article, l'article 16 de la Constitution, et c'est la Constitution de 1814, c'est le second oldest. Excuse-moi. Bicentenaire, oui, aussi c'est le bicentenaire cette année de cette Constitution. Un nouvel article de la Constitution affirme que cette Église sera l'Église du peuple ou l'Église populaire. Ça dépend de traduction. Or folk church in English, folkekirke en norvégien. Populaire, peut-être c'est mieux. Oui, merci. Cette disposition dit aussi que le gouvernement devrait soutenir cette Église en particulier, mais qu'il fournira également un appui à des autres communautés religieuses et des croyances humanistes et athéistes. Donc, une sorte d'égalité quand même, hein? Une sorte de séparation peut-être. Peut-être la laïcité norvégienne. Je sais pas. En même temps, le système de l'Église établi en Norvège et même dans les autres pays nordiques est fondé sur le principe de la liberté de religion et conscience, en tout cas formellement, dans la Constitution. Ainsi, la liberté religieuse et de conscience est protégée par la Constitution dans le même article 16, comme par la législation sur les communautés religieuses jusqu'à 1969 et la loi sur les communautés humanistes de croyance de 1976. L'État a exprimé dans la Constitution et dans de nombreux autres documents officiels qu'il veut soutenir toutes les religions et autres croyances. Même la législation et la politique norvégienne permettent aux personnes ayant des croyances différentes d'exprimer leurs croyances ou identités religieuses ou non religieuses dans la sphère publique. Par exemple, il est permis de porter le hijab, et on dit hijab ici, oui. la voile, oui, mais la voile, ouais. Et autres signes d'appartenance religieuse dans les écoles publiques, à la fois pour les étudiants et les enseignants. Également dans d'autres emplois, comme dans les magasins et entreprises privées, on peut porter le hijab, la kippa ou le turban, etc. Communautés musulmanes et juifs et des autres communautés minoritaires en Norvège ont le même droit d'accorder une reconnaissance officielle quand dit l'office le mariage. Cette autorité peut être déléguée à la direction de la communauté religieuse aux certaines conditions. Par exemple, les femmes ont les mêmes droits au divorce civil comme le mari. Même les lois norvégiennes et les conventions internationales des droits de l'homme affirment que l'État doit veiller à ce que ce droit soit garanti. Dans certaines communautés de minorités religieuses en Norvège, il y a des normes ou les pratiques qui ne donnent pas aux femmes le même droit au divorce religieux que les hommes. Mais il y a aussi toujours des pratiques dans quelques parties de l'Église norvégienne, l'Église établie, et dans les autres communautés chrétiennes en Norvège qui remettent en cause le principe de l'égalité des femmes et des hommes. Par exemple, il y a quelques problèmes pour les femmes qui veulent devenir ministres ou prêtres ou d'autres postes de direction dans la communauté religieuse, aussi dans les chrétiens. Pas pour l'instant dans l'Église établie, mais autrefois. Dans ce cas, nous voyons qu'il y a un conflit entre le droit des communautés religieuses, d'un côté, d'une certaine indépendance dans les affaires religieuses à cause de la liberté religieuse et de conscience, et à l'autre côté, les droits des femmes de non-discrimination.
Et ce dilemme est particulièrement difficile en Norvège, où le gouvernement soutient activement la plupart des communautés religieuses et de croyances, même que l'Église établie. Mais je pense qu'on trouve le même dilemme dans des autres pays aussi. Je tâcherai évidemment de répondre à vos questions par la suite, peut-être en anglais si je peux ou avec assistance de madame ici, mais je vais quand même essayer de continuer en français et merci beaucoup pour votre attention. Et je vais donner la parole à Carmen Romero, qui vient europarlementaire, qui vient de l'Espagne. Nous sommes bien sûr, Carmen, à côté de toutes les femmes espagnoles qui luttent contre la proposition de loi visant à supprimer les droits à l'avortement en Espagne. À toi la parole. Bon, je vais assassiner aussi le français. Mais bon, j'essayerai de parler avec mes défauts. C'est intéressant écouter notre amie norvégienne parce que ma génération en Espagne a suivi beaucoup les femmes nordiques. Comme un exemple pour beaucoup de batailles, par exemple la quota, et comment réussir pour arriver au pouvoir de décision, que pour nous a été très important, même dans les traités d'Amsterdam, on a reconnu qu'il y avait des actions positives nécessaires pour arriver à la liberté des femmes, liberté complète. Bon, je crois que vraiment le titre, l'enjeu des femmes, c'est intéressant parce que la femme a été toujours dans son histoire le domaine de l'Église. Nous sommes toujours en minorité de l'âge, mineure, non? Mineurs. Nous sommes toujours mineurs. Et même maintenant, le ministre de la Justice, à propos de l'avortement, il dit qu'il a besoin de faire la réforme pour nous protéger, parce que nous sommes victimes. Et là, c'est ça l'argument. Et bon, on remercie non, la préoccupation de monsieur le ministre, mais c'est vrai que les droits civils dans toute la Méditerranée, parce que ça a été le nord, mais aussi le sud, a été toujours les derniers pour changer. Parce que c'est le droit de la famille. Et c'est pour ça, parce que le patriarcat a été content si la femme était mineure. Et ça, c'était plus facile pour organiser la famille, la société et tout ça. Et alors, c'est le code de Bonaparte, parce que nous avons suivi aussi le code de Bonaparte. Pour nous, le code civil a été le dernier. D'abord, on a arrivé à corriger les droits de commerce, bon, la centralisation, nous avons copié les provinces. Bon, on a changé beaucoup de choses en Espagne, mais je sais que dans les pays du sud de la Méditerranée, la charia, c'est le droit civil, c'est le droit de la famille, et c'est le dernier à changer. Parce qu'ils ont changé le droit pénal, parce qu'ils ne coupent pas la main s'ils volent, non? Ça, c'est... Bon, peut-être il y a aussi la crucifixion. Ça, c'est terrible, mais c'est vrai que la charia, c'est le dernier domaine de l'Église, en ce cas de l'islamisme, de la religion musulmane. Alors, je crois que ça, c'est une chose qui nous est commune pour les femmes du Sud et pour les femmes du Nord. Nous sommes esclaves de l'Église, de chaque Église, et nous sommes mineurs. Quel a été le cas de l'Espagne? Parce que pour nous, laïcité est un mot, bien sûr, d'origine française. La laïcité, c'est une
C'est curieux parce que l'anglais, il utilise le mot sécularisme, que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que, mais bien sûr, l'Église luthérienne et l'Église anglicane, ils ont une chose que nous n'avons pas, c'est le respect de l'autre. Parce que ça, c'est le protestantisme, c'est le respect de la personne qui ne pense pas la même chose. Et ça, c'est une chose tout à fait différente. Notre droit, c'est plus sauvage. Ce n'est pas le respect à l'autre. Alors, l'Église catholique, c'est plus sauvage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour nous, quand nous avons changé notre constitution, on a dit, bon, la religion catholique, c'est la religion de l'Espagne. Mais même le débat du traité de Lisbonne a été bon, l'influence chrétienne, c'est un grand débat pour le traité de Lisbonne en Europe. C'est vrai qu'il y a d'autres tendances, mais en Espagne, ça a été la Constitution, l'Espagne est catholique. Mais on a suivi les concordats, c'est l'accord avec le Vatican. Ça veut dire que nous avons la financiation de l'Église catholique. Nous avons la financiation. Bon, le cas de la France, pour nous, c'est impensable. Nous ne pouvons pas penser à ça. Nous n'avions pas pu penser à ça dans ce moment-là de la Constitution. Mais ma génération, quand on est arrivé au pouvoir, on a changé, c'est la loi des divorces d'abord, ça c'était la fin de Suarez, mais c'était pour nous déjà l'influence de la gauche, le divorce et après l'avortement. Et après la quota dans notre parti. Et c'est pour ça qu'on a avancé beaucoup la lutte contre la violence. Et on a avancé beaucoup. On a réussi à avoir un taux d'activité pour les femmes de 53. Nous avons maintenant les 53%. Nous avions avant presque 30%. On a augmenté 20 points sur le taux d'activité, que c'est beaucoup, c'est extraordinaire. Et ça a changé l'Espagne. Mais je crois qu'on a été très pratique. Nous avons suivi beaucoup les cas des pays nordiques. Et on a pensé que bon, la religion n'était pas l'obstacle. Nous avions pensé à ça. Mais c'est vrai qu'après, on a parlé avec les femmes tunisiennes, avec les femmes marocaines, surtout avec les femmes tunisiennes à propos du changement de la Constitution. Et ils ont, l'article premier, c'est la religion de la Tunisie est la religion musulmane. Bon, mais après, ils ont dit, mais ça existe la liberté de conscience. Et c'est très important. Les Tunisiens ont la liberté de conscience. Après, quand on a discuté avec les femmes marocaines, c'était impossible pour la constitution marocaine parler de liberté de conscience. Mais au lieu de ça, elles ont admis, les femmes de Maroc, la liberté de penser. Bon, c'est un premier pas. Ce n'est pas la même chose, mais c'est un premier pas pour elles. Ça veut dire qu'il y a un mouvement pour avancer dans les constitutions du pays du Sud, du pays du Sud de la Méditerranée, pour réussir à avoir la liberté de conscience, que c'est la grande conquête des femmes. Parce que c'est la femme qui est la victime s'il n'y a pas cette liberté de conscience. Et je crois que ça, bien sûr, c'est un rapport de force, parce qu'on voit en Égypte les problèmes de la manque de consensus sur la présence de la violence. Tout c'est un grand sujet pour nous, pour débattre la situation en Égypte. Mais c'est vrai que pour nous, pour l'Europe, comme Véronique l'a dit, ça va être un problème important. Disons les droits individuels, que ce ne sont pas les droits individuels, c'est les droits à la liberté, les droits à être égal, vraiment égal, parce que quand on nous dit pour le droit à l'avortement, bon, c'est le droit qui défendent le droit à la vie, c'est nous qui défendons le droit à la vie, c'est impossible de poser la question comme ça.
Mais, mais c'est vrai qu'en Europe, nous devons avancer beaucoup et je crois que peut-être si nous parlons avec les femmes de la Pologne, avec les femmes des pays de Malte, par exemple, de Chypre, et nous faisons un grand pouvoir pour avancer, parce que je crois qu'en Europe, il faudra avancer. Ce n'est pas seulement dire, bon, on est dans la Déclaration des droits humains, on est dans la charte, oui, c'est ça, on a lutté pour introduire notre droit, et c'est vrai que dans tous les droits internationaux, ça existe, mais après, ça n'existe pas dans beaucoup de pays, et il faut trouver les femmes pour avancer dans ce cas. J'ai vu malheureusement, parce que ça, pour moi, ça a été le cas de Mexicain qui a été assassiné aux États-Unis pour la peine de mort, non? Et j'ai vu le spectacle parce que les Mexicains étaient condamnés parce qu'il avait assassiné un policier. Et j'ai vu le spectacle de la famille du policier en regardant la mort de cet homme. Moi, je crois que vraiment, ça, c'est la vengeance. Et ça, c'est un spectacle comme l'Arabie Saoudite. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Et, bon, on dit comme ça, mais ça fait partie du monde nouveau que nous devons changer aussi. Et il faut avancer dans les codes pénals. S'il y a des femmes en Europe qui sont condamnées en prison à cause de l'avortement, il faut faire un grand mouvement. Parce que ça existe. Alors si ça existe, il faut travailler pour un code pénal pour l'Europe, sans prison pour les femmes. Ça serait très intéressant si nous arrivons. Parce qu'au fond, en Espagne, aller en arrière, ça signifie que ce n'est pas un choix de la femme, la maternité. Et ça, c'est terrible. Parce que nous avons lutté d'abord pour avoir un mari choisi. Après, pour se divorcer de ce mari. Après, pour se divorcer. Et maintenant, pour avoir le choix de la maternité. Ce n'est pas le droit à l'avortement, c'est le choix de la maternité. Le choix. Tu peux choisir quand tu veux être mère. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui veut changer en Espagne. Parce que la loi de... Avant, si tu étais violée, si tu étais folle, et tout ça, bon. Et maintenant, nous avons changé dans la loi des délais, non? Des délais, non? Après 3 mois, on ne peut pas, mais avant 3 mois, on ne te demande pas quelle est la question. Mais c'est ça, tu as le choix. Mais c'est maintenant M. Gallardón qui veut dire non, mais si tu as été violée, mais il y a 2 médecins qui doivent dire si tu es folle. Non, mais écoute, non, tu es mineur, alors tu es mineur, tu n'as pas le choix d'être mère. Alors c'est ça qu'il faut lutter et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses si on est ensemble, si on organise beaucoup de tables rondes comme ça. Merci. Merci à Carmen pour les réflexions sur l'Espagne, qui nous confirme comme dans tous les pays de l'Europe, aujourd'hui, on doit veiller sur les droits de l'homme, sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur la laïcité. Et il y a quelqu'un qui veut poser des questions très courtes. Il faut attendre le micro, sinon la question n'est pas enregistrée. Oui, je peux prendre la parole? Oui, je voudrais donner une information en ce qui concerne justement cette lutte qui est proposée à ces différents courants féministes que nous représentons. Il va y avoir, organisé par le ministère des Affaires étrangères, une journée européenne le 24 mars, dans toute la France, organisée par le mouvement européen. Ça sera le moment à nous tous de leur poser des questions, les questions que nous nous posons en ce moment. Je vous y invite tous à participer. C'est un vendredi, le vendredi 24 mars. Voilà, j'espère ne pas me tromper de date. Merci.
Oui, Annie Sugier, Ligue du droit international des femmes et membre du lobby européen des femmes. J'ai trouvé très important l'intervention de Madame De Keyser, parce qu'il y a effectivement une ambiguïté dans l'esprit de nombre de personnes qui pensent que dans la Charte européenne des droits fondamentaux, la question des droits sexuels et reproductifs y est, alors qu'elle n'y est pas. Donc si on ne prend pas conscience clairement du fait qu'il y a une lacune, on n'a aucune chance de gagner. Il est clair que ça fait partie des prérogatives des États et non pas d'une prérogative de l'Union européenne. Hier, quand on a eu une réunion sur ce sujet-là, la réaction de, par exemple, M. Badinter, Robert Badinter, était de dire qu'on n'a aucune chance de changer la charte des droits fondamentaux. Eh bien, moi, je pense que c'est ça l'objectif. Sinon, je ne vois pas comment les États ne modifieront pas au gré de leurs humeurs un droit qui, pour nous, est fondamental. Quand on regarde la Convention pour l'élimination des discriminations, il y a un article 12 où il est question de la planification des naissances. Quand il y a eu la conférence du Caire, on a précisé que l'avortement ne faisait pas partie de la planification et que c'était de la responsabilité des États. Donc on voit bien que le pouvoir religieux a réussi à tout verrouiller. Donc si nous ne le déverrouillons pas, et si surtout nous n'avons même pas conscience que nous sommes verrouillés, eh bien on ne peut pas le changer. C'est ça la priorité pour moi. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord, Siam Apchi, je voudrais saluer Carmen, qui a été un soutien important en Espagne sur le combat Ni pute ni soumise et de la laïcité, qui nous a ouvert des portes importantes et je tenais à la soutenir parce qu'elle a fait la démonstration que la laïcité n'était pas à géométrie variable. Et je crois que c'est un point qu'il faut intégrer. Les réseaux aujourd'hui sont organisés, à la fois ceux de l'extrême droite et dans leur sillage catholique, extrémiste, etc., à l'échelle européenne. Les réseaux islamistes sont beaucoup plus organisés que nous, modestes associations, et malgré, depuis des années, nous martelons, nous allons dans les différentes instances en disant « vous ne pourrez pas seuls », même si nous avons des relais aujourd'hui dans les parlements, il faut une société civile avec une organisation des citoyens et des citoyennes européennes. Je suis citoyenne européenne, je suis française et je suis algérienne. On est donc, je prends mon exemple, nous sommes donc aussi un moyen d'action fort pour déverrouiller. Parce que tout ne se passe pas dans ces hémicycles. La question, c'est comment aujourd'hui nous occupons le terrain et comment convaincre une jeunesse que là où l'égalité recule, c'est-à-dire IVG, ou voile, eh ben c'est tous nos droits qui tombent. Et on a eu malheureusement la démonstration en Espagne. Donc, l'organisation, la société civile, parce que c'est le premier soutien. Parce que si à Malte, si en Pologne, nous avons des mouvements, femmes et hommes, qui soutiennent ce type de proposition, on gagnera. Enfin, il y a une association que je connais très bien qui s'appelle Alma Europa, qui est suédoise, qui est que je connais comme Carmen depuis longtemps, qui s'est mobilisée sur la question de la laïcité en Suède, qui connaît un peu le même cadre que la Norvège, c'est-à-dire un sécularisme, mais le mot laïcité est très peu connu. Et ils se sont engouffrés dans cette brèche pour essayer de parler à ces jeunes filles et à ces jeunes hommes dans les quartiers populaires de Stockholm, de Malmö, de Göteborg, sur la question de la laïcité, mais aussi sur la question de l'homosexualité. Tout est lié. Ils ont créé une plateforme pour les homosexuels dans la région, évidemment, et ils ont énormément d'appels et d'emails venant des pays arabes aujourd'hui, en Tunisie, toute la zone où il y a des révolutions. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe est une espèce de boussole, pas simplement pour nous, parce qu'on la regarde, parce qu'elle nous permet des droits, elle nous permet d'ouvrir un horizon démocratique, mais c'est aussi pour des jeunes femmes et des jeunes hommes aujourd'hui qui sont dans l'attente. Donc nous ne pouvons pas fléchir.
ni sur la laïcité, ni sur l'égalité homme-femme, ni sur les droits des personnes avec une orientation sexuelle qui n'est pas celle établie par l'État. Voilà, et il faut répondre aussi à ces appels multiples. Je vais demander au public, si vous voulez bien, d'avoir des questions courtes à l'attention de nos oratrices. Oui, Monique Dantal, Réseau Féministe Rupture. Donc nous avions envisagé un certain nombre d'associations féminines et féministes à l'occasion des élections européennes de justement faire une campagne sur la nécessité d'avoir un droit identique pour toutes les femmes vivant en Europe. Il se trouve que la situation espagnole et le fait que le rapport Estrela n'ait pas été voté a précipité justement nos intentions de mobilisation et que maintenant on se trouve dans des mobilisations unitaires puisque nous avons décidé qu'à chaque fois que les femmes espagnoles font des actions en Espagne, et notamment à Madrid le 1er février, nous faisons de concert les mêmes actions en France. Et nous avons des contacts avec d'autres femmes, évidemment, et d'autres associations en Europe par le biais de toutes les associations qui ont des contacts au niveau européen, comme la CLÉ, la FEM et bien d'autres. Alors la question que je voulais vous poser plus directement, pouvez-vous nous donner des informations sur l'initiative qui va se passer, je crois, le 29 janvier, donc d'un certain nombre de femmes et d'hommes, je l'espère, d'élus européens, justement en faveur de l'IVG et de la situation actuelle qu'on connaît de solidarité et de mobilisation. Et deuxièmement, l'autre question que je voulais vous poser, bon, puisqu'on est toutes d'accord avec l'objectif qu'a évoqué tout à l'heure Annie Sugier, et que vous avez repris d'ailleurs aussi à la tribune dans vos interventions, la question de l'outil, comment y parvenir ? On est tout à fait d'accord que c'est par une mobilisation et de toutes les femmes en Europe qui va d'ailleurs avoir aussi des conséquences, si on y parvient, pour toutes les femmes dans les autres pays du monde, puisqu'on sait que là où ça avance pour toutes, et là où ça recule pour toutes. Est-ce que, par exemple, d'utiliser la possibilité du million de signatures pourrait faire en sorte qu'on obtienne un référendum en Europe avec les nouveaux textes, on peut le faire, pour introduire dans la charte des droits fondamentaux les droits identiques pour toutes les femmes en matière de santé génésique. Merci. Je suggère qu'on puisse répondre maintenant peut-être à cette question, qui est une question essentielle et centrale de l'action que nous pouvons mener. Est-ce que les textes européens nous permettent effectivement d'obtenir une révision de la Charte des droits fondamentaux à partir d'une pétition de 1 million de citoyens européens ? Il existe déjà aujourd'hui plus d'1 million de signatures pour exactement le contraire. Nous avons été devancés. Donc, ça sera signature contre signature. Alors, oui. Non, mais il faut savoir que les autres sont très mobilisés aussi. Je voudrais peut-être répondre sur 2-3 points. Première chose, la question de la réversibilité des droits des femmes tant que ça reste dans le cadre national. Et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait, madame, en disant qu'il faut absolument qu'on parvienne quelque part à l'inscrire dans le droit européen. Moi, quand je disais à mes amis, à mes camarades qui travaillent dans les plannings familiaux, etc., en Belgique, attention, attention, et qui s'essoufflaient un peu, je dois dire, dans leur action, je leur disais, attention, c'est toujours réversible. Et on me regardait comme si je racontais des bêtises, parce qu'enfin, la Belgique, etc. Et je leur donnais à ce moment-là l'exemple de la Pologne en 92. Et je disais, mais regardez la Pologne, oui, mais la Pologne, c'est loin. L'Espagne, c'est tout près. La loi a tenu 4 ans. Et donc, c'est toujours réversible. Alors, maintenant, est-ce que nous pourrions imaginer changer le droit primaire ou changer le droit, la charte des droits fondamentaux sans avoir derrière nous d'abord une grosse bataille civile? Non. Or, cette bataille n'est pas assez forte pour le moment. On va avoir un flot d'émotions liées beaucoup moins au rapport Estrela qu'à la situation espagnole, où là, je pense que ça a touché absolument toutes les femmes européennes.
Et je pense qu'il va falloir garder cette mobilisation haute, et l'organiser de façon un petit peu plus structurée, peut-être, certainement en allant rallier, comme Carmen le dit, les amis de Malte, etc. Mais si nous ne sommes pas parvenus déjà, Carmen, à rallier nos propres camarades de Malte à l'intérieur du groupe socialiste, on n'est pas parti pour la gloire. Hein. Donc il y a encore beaucoup de travail. Non, mais il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est en se soutenant des femmes et de la société civile en général qu'on pourrait imaginer dans une révision quelque part des traités d'arriver à faire quelque chose. Mais il faudra trouver l'occasion. Pour le moment, nous savons qu'il y aura inévitablement des révisions des traités, inévitablement. On n'ose pas trop en parler avant la campagne européenne, mais on sent déjà que ça coince aujourd'hui. Et à ce moment-là, il faudra trouver l'exact endroit où le mettre. Mais comme pour le million de signatures, croyez-moi, les autres y ont déjà pensé aussi. Donc ça va être finalement, si on veut la couverture européenne, une bataille juridique. Ça ne veut pas dire que nation par nation, État par État, on ne doit pas, avec les femmes, avec la société civile, préparer très soigneusement le terrain. Écoutez, il n'y a plus tellement de pays aujourd'hui, l'immense majorité de l'Europe a trouvé tout de même des modalités qui sont plus ou moins tolérantes, plus ou moins ouvertes, l'aide et l'échange, etc. Mais nous avons énormément avancé. Ce que nous voudrions, c'est pérenniser les acquis dans lesquels nous sommes, et avec, comme on le disait tout à l'heure, les combats des femmes derrière qui sont absolument indispensables, une condition nécessaire mais pas suffisante en tout cas pour que ça dure. Alors la journée des députés, il y a une manifestation qui est le 29, je l'ai vu courir sur mon mail, je ne connais pas tous les détails, mais elle est importante, le nombre de personnes sera important évidemment, mais ça c'est un petit peu... Bon, ce ne doit être qu'un début. Ce n'est pas ça qui va immédiatement faire changer les choses, mais c'est très important. Parce que chaque année, il y a des manifestations pour et contre l'avortement devant le Parlement européen, et jusqu'à ce jour, ceux qui étaient pour le choix de la maternité, pour reprendre les termes de Carmen qui sont beaucoup plus adéquats, le choix de la maternité était tout de même moins nombreux que ceux qui voulaient l'imposition de la maternité, quelles que soient les circonstances. Oui, Teresa. Je ne suis pas si optimiste comme Véronique à propos de changements juridiques au traité de Lisbonne ou dans la charte, dans notre charte. Parce que j'étais rapporteur du problème de l'ordre de protection pour les femmes qui ont souffert la violence, et on a essayé de faire une directive contre la violence des femmes. Et on a perdu la bataille parce que la violence, ce n'est pas un problème, c'est pas un délit européen. Et le traité de Lisbonne contemple seulement les délits qui sont transfrontaliers, c'est-à-dire les délits européens. Ce sont 17 délits, je crois. On est dans le traité de Lisbonne, c'est ça. Alors c'est difficile, ça va être difficile du point de vue juridique, changer la charte, parce que l'espace de justice et liberté, c'est très difficile à le construire. Nous avons des codes pénals tout à fait différents, des systèmes de justice tout à fait différents. Et je crois que ça va être difficile. Bon, je pense même le référendum en France, du traité de Lisbonne. Bon, mais vous croyez, et après, il y aura toujours des gens qui vont défendre, bien sûr, le référendum, comme ça existe en Angleterre. Vous pensez à ça? Alors, ça va être un peu difficile, mais je suis optimiste. Pas si optimiste comme pour arriver à ça pour le moment, mais je suis optimiste dans le cas où nous devons combattre avec les organisations citoyennes dans tous nos pays, mais surtout avec les femmes de la Pologne, avec les femmes de l'Irlande, pour créer un mouvement très fort, très fort. Je crois
on arrivera à comprendre qu'il faut penser à un code pénal pour l'Europe. Je crois que ça c'est possible, mais c'est un peu de temps qu'il faut, et un peu de travail qu'il faut faire. Nous sommes un peu en retard, alors merci pour votre contribution. Nous donnons la parole à les autres intervenants. Merci beaucoup.